Les numériques, c'est la 2, c'est parti. Je rappelle le contexte. J'ai publié après le livre, au Seuil, juste il y a 10 ans. Et c'était venu d'une série qui a commencé sur le blog, Tiers Livre, et qui a commencé de façon quotidienne. C'est-à-dire, est-ce que tu peux penser quelque chose d'aussi gros, complexe, informe que la mutation numérique de l'écrit, et encore à l'époque, on pensait mutation numérique du livre. C'est peut-être ça l'enjeu, là, de rouvrir le chantier à 10 ans. De façon globale, exhaustive, non, c'est comme penser la ville, on a appris à le faire. Alors, s'y prendre un point par un point, toutes ces petites choses qui résonnent ensemble, tu les ouvres et tu ne traites que ce point minuscule. Alors, le livre, je crois qu'il y a 38 chapitres, sur le blog il doit y en avoir 42, quelque chose comme ça. Mais 10 ans après, qu'est-ce qui a bougé en nous ? C'est-à-dire, quand tu fais un livre comme ça, tu le fais de façon prospective. Non, parce que tu sais que le futur, ça ne peut pas se définir. On a suffisamment appris de Walter Benjamin, de Theodor Adorno, de Ernst Bloch. Rappelez-vous le texte de Walter Benjamin sur l'ange du futur de Paul Klee. Cet ange qui est projeté par la catastrophe du présent vers l'arrière, mais qui tourne le dos au futur, où il est emporté. Alors, refaire une édition du livre, oui, mais le contrat est aux éditions du Seuil. J'ai bien regardé. Si des fois, ils n'avaient plus d'exemplaires en stock, j'aurais pu négocier la reprise des droits, faire un tome 2, ou le grossir, mais finalement, on est là, et ça aussi, ça fait partie du jeu, de se dire, il se passe quoi ici, quand au lieu d'un livre, on prend l'expérience de la même façon, mais qu'on la joue en direct. Alors je me suis rajouté une contrainte, c'est de dire, je mets un petit chrono à 11 minutes. Et puis, j'essaye de tenir sur le thème. 11 minutes, démarrer, c'est parti, jusqu'à la sirène. Alors, évidemment, le chantier est grand, mais si on prend point par point, alors qu'est-ce que ça peut faire si on en fait 40 ? Le web, au jour le jour, c'est un rendez-vous, c'est une sorte de tunnel qui est une aventure pour soi-même. Et moi, là, ce qui me revenait pour la 2, c'est à quel moment c'est initier l'ébranlement de tout ça. Et je me suis revu, alors c'était à la BNF, je sais qu'il y avait Jean Echenoz, Michel Chailloux, je sais qu'à l'époque, oh là là, on devait être en 2003, je crois, au moment de l'exposition Brouillon d'écrivain, c'était encore des grandes questions, les gens qui vous disaient « Oh, moi, quand je lis sur écran, ou ça va pour un texte de... » Non, oh là là, c'est loin, c'est loin, c'est loin. Mais là, dans cette suite de tables rondes, quelqu'un est venu, un chercheur, ne me demandez pas comment il s'appelait, et qui a commencé à raconter les fausses idées qu'on pouvait avoir. Alors, vous voyez, hein, il y a 20 ans de ça presque, sur la naissance de l'écriture. Et moi, ces espèces de fables, de simplifications, de schémas qu'on se fait sur la naissance de l'écriture. Oui, il y avait des petites tablettes où il y avait 4 bâtons verticaux, un bâton horizontal, 4 bâtons. Donc, c'était des tablettes pour compter. Et puis ensuite, on avait les mêmes tablettes, mais agrémentées d'un petit bonhomme anthropomorphe. C'est-à-dire un gros rond, 2 bras à l'horizontale, 2 jambes, un petit rond pour la tête. Et puis, tous les petits-enfants de 3 ans qui commencent à dessiner le savent bien. C'est des petits bonshommes. Ça voulait dire mercenaire, ça voulait dire esclave. Ou alors, si c'était un grosse patate avec un petit truc par-dessus, ça voulait dire marchandise, sac de céréales. Et donc, à ce moment-là, le schéma qu'on avait dans la tête, c'est on compte, on passe à l'incision, le mouvement de graver dans l'argile pour tenir le compte, et puis ensuite, on assigne au compte une icône. Un signe iconique, image qui signifie esclave mercenaire, sac de céréales. Et puis ensuite, alors, c'est facile, le petit symbole iconique, eh bien, on peut le genrer, homme-femme, ou bien on peut le développer, des arbres au lieu de sacs de céréales, etc., etc. Et l'écriture iconique aurait pu naître comme ça. Oui, mais, ce que nous a dit le gars,
Pourquoi on retrouvait toutes ces tablettes? Ben, elles servaient à rien. Une fois que tu as compté, une fois que tu as passé le contrat commercial, tu les as achetés, tes esclaves. Tu as payé tes mercenaires ou tes sacs de céréales. Ben, tu le gardes. Même moi, là, les documents comptables, il faut que je les garde 10 ans. Qu'est-ce qu'ils en faisaient? Les maisons, pour se protéger, elles n'ont pas de fenêtre, pas de porte. Il y a une terrasse et l'entrée se fait par le toit. Donc il y a un escalier. Eh bien, on s'en servait de remblai pour construire les marches des escaliers. C'est pour ça qu'on était noyés sous ces tablettes. Là, tout d'un coup, il a fallu nous réaménager ce schéma de l'invention de l'écriture. Prendre de l'argile et inscrire une icône dessus, ça veut dire que l'image a précédé le texte. Et c'était quoi les deux images? La première image, c'est le sceau. Alors évidemment, ça semble, là encore, des choses tellement simples, tellement évidentes. C'est-à-dire, celui qui exerce le pouvoir est dépositaire d'un attribut. On a toujours en France, oh, me demandez pas son nom, un garde des sceaux. Alors je ne sais pas à quoi ça ressemble, les sceaux du garde des sceaux, ou les selles du garde des selles, parce que j'espère qu'on a eu des ministres de la justice féminins. Voilà, je dérive, il ne faut pas en 11 minutes. Donc il a cet attribut précieux, lourd, tu le graves dans l'argile, et celui qui est porteur de l'empreinte du sceau peut, là c'est plus qu'un celui, exercer l'autorité à distance. Et c'est vachement important, parce que ce dont il est porteur, une empreinte, c'est une image. Mais le fait que ça s'exerce à distance, eh bien là, on a cette fonction essentielle du texte. Le monde que décrit Hérodote, ou par exemple Pline l'Ancien, plus tard, entend les légionnaires romains lui dire ce qu'ils ont vu là-bas, où lui n'ira pas. Et il rapporte ça qui pourra être lu par d'autres à Rome, etc. Donc le texte a presque comme première fonction originelle, le support avec récit ou interprétation du récit, on va y venir, c'est la possibilité de le reconstruire à distance. Presque comme nous, on fabrique nos exemplaires de print on demand. Moi, si vous me les commandez par le site, c'est bon, je les envoie par la poste. Mais si vous le commandez juste là, vous-même sur Amazon par exemple, eh bien, il n'a pas de matérialité, il ne se matérialisera que par votre commande et pour arriver chez vous, qui en serait le seul ou le premier acteur humain. Ça aussi, tout ça, ça fait réfléchir. Donc l'image du sceau, elle n'est pas neutre par rapport au texte. Et la deuxième, c'est la tablette lors des sacrifices. Des animaux, des enfants. On a eu ça chez nous aussi, mais nous, on n'avait pas les tablettes. Pourquoi? Parce qu'il faisait froid. Là-bas, tu incises le foie d'un animal. La carapace d'une tortue, c'est comme les pierres d'une cathédrale gothique. C'est tellement incroyable comme micro-variation de lumière qu'on en fait un porteur de message. Ben, le foie, c'est ça, mais ça pourrit vite. Donc, on dresse cette cartographie, on en fait l'objectivité du dessin, et viennent les mages, ou le nom que vous voudrez, qui vont interpréter, et selon l'interprétation, ou les conflits d'interprétation, et on retrouve ça dans des récits fabuleux dans la Bible, par exemple, ce sera le temps des moissons, le temps de l'Exode, la guerre ou l'invasion, toutes ces décisions, une autorité qui ne nous appartient pas se révèle par cet arbitraire à condition que l'interprétation fasse le lien avec la décision. Alors l'image, les tablettes avec ces cartes, on en a encore quelques-uns de ces documents, pas beaucoup, mais ça précède l'écriture et le support et l'archivage du support, la préparation, l'argile crue. Et par exemple, le texte, comment c'est venu? C'était des bâtons. Donc cette relation aussi de la main au support. Bien, le premier, c'est est-ce qu'on malaxe? Est-ce qu'on malaxe nos téléphones? Ah bah ouais, t'as qu'à aller dans la rue, t'as qu'à aller à un arrêt de bus, t'as qu'à aller à un trottoir, etc. Mais ce malaxage de la main, etc.,
On n'a pas quitté ce truc-là. Et l'écriture s'enroulait au début là-dessus, sur les bâtons. Le texte, c'est moins important qu'une carte du foie. Mais la carte du foie, on prépare ce support à plat. L'écriture, elle y est très vite venue. Tout simplement parce que, à mesure qu'on a commencé d'installer sur ces pâtons malaxés ces choses qui tournent en rond, mais à un moment donné, tu les mets sur l'argile crue, il faut en préparer plus. Donc, on prépare des moules, on les met dans le sable, et donc le bord devient plus fin, et c'est l'invention de la page. Ça, on va y revenir à ces trucs-là. Mais en tout cas, bien avant le texte, il y avait le sceau et l'image de la carte du foie. Et encore, je répète, ici, je ne me pose pas en spécialiste. Honnête homme, dirait Montaigne. Je ne sais pas si je suis honnête. Mais en tout cas, j'énonce ma curiosité, je pose mes questions, et toujours à s'interroger sur le fait qu'on construise nos questions d'après nos difficultés là pour aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est une page ici, quand on déroule? On ne pouvait pas dérouler la tablette d'argile. On peut dérouler le rouleau. Prochain épisode. Donc l'écriture s'invente avec ce processus d'image, et d'image qui représente quelque chose. Les Chinois ont gardé ça, c'est très compliqué parce que la même représentation iconique peut désigner, selon le contexte, des objets totalement différents. Ça, c'est autre chose. Et puis à un moment donné, donc, il y a à Paris une grande exposition sur l'écriture mésopotamienne. On est vers 73-74. Immense découverte. Il y a un type, c'est un écrivain, les écrivains s'attirent le diable par la queue, il n'y avait pas Patreon encore à l'époque. Il s'appelle Italo Calvino. Il écrit des articles pour La Repubblica. Il est payé à la ligne. Il fait un compte-rendu de cette exposition sur l'écriture mésopotamienne. Et là, les archéologues, eux, ils savent le dater. À un moment donné, on passe de l'écriture iconique à l'écriture syllabique. On commence à identifier l'écriture iconique vers moins 2300, et puis vers moins 1700. Il a fallu 6 siècles, moins que je me trompe. L'écriture est devenue totalement syllabique. C'est déjà les 11 minutes. J'y arriverai pas. Je continue ça, juste cette histoire, une ouverture, et puis comme ça me rythme pour parler demain. Sinon, je reste 2 heures, vous en aurez trop marre. Qu'est-ce qui lui apparaît à Italo Calvino, que n'ont pas vu les archéologues? C'est que plus on développe l'écriture, plus elle se complexifie, plus on représente de façon minuscule, avec plus d'abstraction, plus de vitesse, ce qui est représenté par la petite image. L'image symbolise. Et puis là, il y a une rupture. La rupture, elle vient d'où? Le roseau, taillé de biais, si on l'appuie verticalement, ça fait un triangle. Si on l'appuie en oblique, ça fait un trait. Et l'introduction du binaire, trait-triangle, fait qu'à ce moment-là, on reste dans l'écriture iconique, on redessine des petites images, mais on les a rendues abstraites avec le biseau et le binaire point-trait. Et à ce moment-là, les combinaisons point-trait peuvent devenir syllabiques, et c'est un saut mental considérable. Tu ne penses pas l'image qui représente la chose, tu penses une organisation abstraite de signes dont la combinaison signifie l'ordre de la chose et ce que tu portes à l'intérieur de toi d'image de la chose, ou ce que tu vas pouvoir construire à l'intérieur de toi d'une perception de la chose que tu n'as jamais vue ni connue. Et ce saut mental, là, il apparaît à Italo Calvino, et son article dans La Repubblica, c'est pas sur l'exposition, c'est sur comment la vitesse a permis l'invention de l'écriture syllabique dans le contexte dominant de l'écriture iconique. Et ça, pour moi, ça a été un point déclencheur. C'est-à-dire, à ce moment-là, s'il y a une telle historicité, y compris dans la longue histoire de la tablette d'argile, et qu'on peut arriver à concevoir rétrospectivement les sauts et les transitions, c'est-à-dire comment se passe une rupture qui s'installe alors que le saut mental qu'elle représente ne peut être que rétrospectif. Eh bien, à ce moment-là, dans le confus qui nous entoure, dans l'imprédictible qui nous entoure, on peut se familiariser avec quoi?
simplement avec le vocabulaire de ces ruptures et de ces transitions. S'il y a une historicité qu'on en vient à découvrir dans les tablettes d'argile, parce que là aujourd'hui, nous, là, tenez, je prends un petit Rabelais de 1792 que j'aime beaucoup parce que comment on lisait Rabelais au temps de la Révolution, c'est pas plus grand qu'un écran de téléphone. Et puis en même temps, on n'avait jamais touché à la ponctuation de Rabelais. Flaubert, Balzac, c'est ça, le Rabelais qu'il lisait. C'est pas de la tablette d'argile. Eh bien, quand ça même disparaît, remplacé par ça, est-ce que c'est tout ce qui est porté, mémorisé, archivé, là, il y a 300 ans, presque? Est-ce que tout s'en va? Est-ce que tout est fichu? Non. C'est ce même principe d'historicité, de chevauchement, d'en venir à travailler sur les transitions. Et ce qui me fascinait là, tout de suite, dans cette découverte-là, ce jour-là, à la BNF, quand ce gars nous a dit « Attention, on doit réviser nos schémas de l'invention de l'écriture. » Et puis que tout d'un coup, là, je tombe aussi sur ce texte de Calvino. Est-ce qu'on n'est pas chacun dépositaire d'une histoire de notre rapport à Internet? Et même là, plusieurs fois, moi j'ai souvent fait travailler à Sciences Po, par exemple. À quel moment c'est fait pour ces gamins qui ont appris à lire et à écrire en même temps qu'arrivait chez eux l'Internet? Et le geste, par exemple, je le voyais tout à l'heure avec un petit diable de 2 ans, savoir que écrire, c'est pas inciser ou graver, mais que écrire, ça peut être simplement toucher ou glisser. C'est ces choses-là qui sont mystérieuses. On touche au mystère de la lettre, on touche au mystère de la page. Et comment on ouvre ça? Alors pour moi, l'école d'ingénieur, 1974, les premières cartes Fortran, tu fais des petits trous, t'en rates, donc faut recommencer tout. Et puis ensuite, tu le mets dans une machine et la machine te taille un engrenage. Ça avait à voir avec la littérature, ça? Certainement pas. Encore qu'on y reviendra à ces temps-là. Ensuite, la première calculatrice électronique. Et puis si tu écrivais 300 machin truc, tu la retournais, ça écrivait débile. Oh! Et puis comment nos machines à écrire sont devenues électriques? Comment elles ont appris à mémoriser une ligne? Au lieu de faire ta 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 ta, eh bien, tu tapes ta ligne, et en plus, tu as un tout petit écran qui apparaît où tu peux corriger les coquilles sur les 5 derniers caractères, et puis au bout de la ligne, elle l'écrit en entier. Et puis arrive, moi c'était 1988, où j'ai vu un Atari 1040, il y avait une imprimante, mais il se passe quoi entre l'Atari et l'imprimante? Là, attention, on est dans la naïveté, mais est-ce qu'aujourd'hui, une des tâches, c'est pas aussi de réapprendre cette naïveté, même par rapport à ce qui nous advient, là, dans le changement de nos usages numériques, quasiment au jour le jour, y compris dans leur accélération. Mais ça veut dire que, même là, par exemple, pour moi, 88, le premier ordi, eh ben, ça fait 30 ans. Première connexion Internet, 96, premier site, 98, ça fait 20 ans. Mais on pouvait travailler sur cette micro-historicité avec les outils qu'on peut apprendre maintenant à redéchiffrer sur les mutations d'autrefois. C'est là que je voulais finir. Un ami de Montréal, Marcello Vitali Rosati, c'est un nom italien, mais à Montréal, c'est comme ça. Et cette discussion, on l'a déjà eue ensemble. Une très longue vidéo, d'ailleurs, que je me revois à Tel Aviv répondant à Marcello. Marcello qui demande, attention, lui c'est un philosophe, Platon, etc. Qu'est-ce qui était premier? La lecture ou l'écriture? Et moi, de lui répondre par la carte du foie. Ce qui est premier, c'est le geste du sacrifice. Ce qui est premier, c'est l'animal ou l'enfant qu'on immole. On ne fait plus ça maintenant. Mais cette carte, elle est un geste artisanal du gravé. Elle mime. Écriture ou lecture, c'est dissocié puisque arrivent ceux qui interprètent. Alors est-ce qu'on peut dire que l'écriture, graver la carte du foie, précède ceux qui viennent là l'interpréter pour le transformer en décision? Et moi, par rapport à Marcello, je dis, tu vois, nous on n'est pas philosophes, on est saltimbanques.
Notre problème, c'est le récit, c'est l'énigme. Eh bien, tenir récit pour nous, c'est quoi? C'est pas le sacrifice, mais c'est l'expérience. C'est comment tu te mets les mains dans l'expérience. Comment tu te mets les mains dans l'expérience, c'est pas forcément la pensée. La pensée, ça vient après. Mais quelque part, tu laisses en arrière la pensée parce que pour faire surgir l'énigme, il y a cette mise en expérience. Ce saut dans le réel pour l'empoigner. Et là, sur la trace, il y a à la fois lecture-écriture, oui, puisque la carte en tant que telle, elle est muette. Et donc c'est eux, les mages, avec leurs logos contradictoires, qui vont la transformer en écriture, parce qu'ils la disent. Je m'arrête là pour cette numéro 2. Mais je pense que c'est fondamentalement notre petit noyau là, de vieux zinzins là, partout, à Montréal, à Québec, à Paris, où on veut, en train de penser là, tenter de penser, quoi? La bibliothèque, elle peut partir. Et on continue, nous, à écrire. On va disparaître avec, vous croyez? C'est que notre fraternité, pouvoir la tisser là-dessus. Poser des questions. Qui, a priori, le poulet l'œuf. Qu'est-ce qu'il y a eu premier, la lecture ou l'écriture? Et puis on tirait quand même quelque chose sur comment on écrit aujourd'hui. C'est quoi nos blogs? C'est quoi nos petits appareils photo? Ben c'est ça. Y aller dans le réel, en laissant la pensée derrière. Et puis le récit, c'est l'expérience qui se boucle et qui se constitue à la fois comme lecture et écriture. Fin de la 2. Et demain, on s'en va dans les rouleaux. Comme à Hawaï.